Carlos a 20 ans. Il a tiré la première fois sur une puff il y a 2 ans. J'ai adoré ça dès le début. Il y avait une variété de goûts que on n'a pas ça dans la clope, on n'a pas ça dans d'autres choses. Et puis je me suis dit, ouais, c'est facile, on l'achète, on fume, il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de charger, il n'y a pas besoin de rien. Donc on achète juste, après on jette et puis c'est bon. Après combien de temps vous avez l'impression que vous étiez dépendant des puffs? Après, facile 2 semaines. Facile 2 semaines, je pense. Ouais. Après, je pouvais, si j'en fumais pas, soit j'étais un peu énervé contre mes amis et ça, ils le ressentaient. C'était très rapide, très rapide. Les puffs, ce sont ces tubes colorés, des cigarettes électroniques de 5e génération. Elles contiennent souvent de la nicotine, mais sentent la pastèque, la fraise givrée, le chewing-gum, le raisin glacé. Elles coûtent moins d'une dizaine de francs, quelques centaines de bouffées, puis on les jette. Aujourd'hui, Carlos est passé à la cigarette électronique classique. Les puffs, pour lui, c'est uniquement pour des occasions spéciales. Oh les gars, ça va ou quoi? Et toi? Tranquille. Si je sais que je vais en discothèque, je vais forcément en acheter une. Ça, je le sais de toute façon. Ils nous laissent fumer à l'intérieur. Les bars, ils nous laissent fumer à l'intérieur quelquefois. Et c'est ça aussi qui pousse les gens à acheter. Ses amis aussi fument occasionnellement ces cigarettes jetables. Alors ça, c'est principalement quand je suis chez moi, peut-être dans mon lit ou sur une chaise, ou même quand je travaille. Ça permet de ne pas avoir à sortir pour fumer une cigarette ou des choses comme ça. Et c'est plus pratique en fait. Je suis pas un fumeur de cigarettes de base, mais j'avais quand même, j'avais quand même cette envie d'avoir le geste de fumer. C'est un peu bête à dire comme ça. Je sais pas, je trouve plus sympa à fumer que des cigarettes, quoi. Un match de l'OL. Depuis ce printemps, la consommation de puffs a explosé, principalement chez les adolescents. Les fabricants n'ont pas eu besoin de stratégies marketing élaborées. Les vidéos publiées par les jeunes eux-mêmes sur TikTok et Instagram ont fait le travail. C'est trop stylé, archi stylé. Désormais, jusque dans les écoles secondaires, voire même primaires, on connaît ce nouvel objet de vapotage. Qui a déjà entendu parler des puffs? Ouais, c'est très fin et léger, je pense. Et du coup, c'est facile, entre guillemets, à avoir en main. Et du coup, voilà, ça ressemble un peu à un stabilo. Un stabilo, un surligneur. Est-ce que vous connaissez aussi d'autres substances qui amènent à une addiction, justement? Nous sommes dans une classe de dernière année de l'école secondaire d'Aubonne. Ces élèves ont entre 14 et 16 ans. Pour eux, aucun doute, les jeunes sont le public cible. Plus il y a de la couleur, plus ça attire. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de couleurs. C'est pour ça que souvent c'est les plus jeunes qui fument des puffs que les plus vieux. Je pense qu'ils en achètent surtout parce qu'il y a du goût. Oui. Enfin, et du coup, ils sont sûrement intrigués, les plus jeunes, parce qu'ils disent « Ah, il y a goût de fraise ». Et du coup, ça me fait pas de mal, alors qu'il y a de la nicotine. Ou peut-être à cause de la couleur aussi. C'est le produit du moment, les puffs. C'est le nom populaire de cette petite tige électronique que tu vois absolument partout. J'ai payé ça 9,90 €. Sur les réseaux sociaux, on trouve des tutos pour savoir comment les utiliser, des tutos pour faire des formes avec la fumée, des tests de nouveaux arômes, et même des défis comme fumer une puff entière en un rien de temps jusqu'à tomber inconscient. Un phénomène qui inquiète les professionnels de la santé et les enseignants. On nous a informé que ces cigarettes, ces puffs électroniques sont de petite taille, elles ressemblent à des surligneurs, donc c'est très difficile pour nous de les retrouver par exemple dans les trousses. Pas simple en effet, la preuve avec ce petit test. Combien de puffs y a-t-il dans cette trousse? Allez, on vous laisse quelques secondes. 1, 2, 3, 4. Eh bien non, 5. Très discrète. On nous a demandé aussi d'avoir beaucoup plus de vigilance pendant les surveillances de récréation, que ce soit dans la cour ou dans les toilettes, parce qu'il est possible que certains élèves décident de sortir pendant les cours et de tirer sur leur cigarette électronique. Puisqu'il n'y a pas cette mauvaise odeur qui correspond à une cigarette normale, c'est beaucoup plus difficile à détecter. Ces cigarettes jetables contiennent généralement de la nicotine, mais actuellement, au niveau fédéral, elles sont considérées comme des denrées alimentaires.
Donc, pas d'âge minimal d'achat, pas de restrictions en ce qui concerne la publicité. Certains cantons ont fixé leurs propres lois. Genève, Le Valais, Fribourg, Berne et Neuchâtel ont interdit la vente de toute cigarette électronique aux mineurs. Le Jura va suivre sous peu et pour l'instant, rien n'est prévu dans le canton de Vaud. Face à ce vide juridique actuel, certains directeurs d'écoles vaudoises ont interdit les puffs dans le périmètre scolaire. Parmi eux, celui du collège d'Aubonne. Moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment la facilité avec laquelle ça peut entrer dans les commerces locaux, toucher les jeunes, malgré le fait que ça risque d'être quand même assez grave pour leur santé. Vous avez l'impression que c'est plus dur de lutter contre les puffs que contre les cigarettes classiques? Ah, très clairement, oui. Le produit, il est positionné différemment. C'est très facile d'usage, c'est cool. D'ailleurs, les jeunes le disent. Un, c'est bon. Et deux, tout le monde en fume. Et ça ne va pas du tout. On doit pouvoir lutter là contre. Bannir les puffs des préaux est une chose, faire respecter l'interdiction cantonale de vente aux mineurs en est une autre. À Genève, la médecin cantonale vient d'envoyer une lettre, une piqûre de rappel à tous les marchands de tabac. Alors, le but de la lettre, c'était vraiment de les informer de cette interdiction de vente aux mineurs, parce qu'on suppose qu'une partie des vendeurs au moins ne sont pas au courant de l'illégalité de la démarche. Maintenant, c'est vrai, la lettre le précise aussi, il y a des sanctions possibles si cette loi est violée, notamment des amendes qui peuvent s'élever de 1 000 à 40 000 francs, voire des suspensions ou des retraits d'autorisation de vente. On est très inquiet, c'est effectivement une consommation qui s'est répandue et banalisée en quelques mois, moins d'une année, et ce sont des produits très très dangereux. Ils ont cet aspect ludique, inoffensif, on dirait une sucrerie, on dirait un jouet, et pourtant ils sont beaucoup plus addictifs que la cigarette. Cette interdiction de vente aux mineurs est-elle respectée? Pas vraiment, nous y reviendrons plus tard. Il est aussi très facile d'acheter des puffs sur Internet. Les sites marchands sont nombreux. Il suffit d'affirmer qu'on a bel et bien l'âge légal par un petit clic. Et hop! 6 jours plus tard, à la rédaction, on a reçu notre puff en provenance de Grande-Bretagne. Plus discret vis-à-vis des parents, passer commande directement via des annonces postées sur Instagram ou TikTok. Des annonces très faciles à trouver. Un petit business informel est en train de se développer parmi les ados. Des jeunes achètent ces cigarettes jetables en quantité, les revendent à la pièce et empochent quelques francs au passage. Sur Instagram, on peut voir des pubs où on nous demande de les contacter si on veut acheter des puffs. Ils nous vendent en ligne. Et c'est qui ces gens qui vous vendent? On ne connaît pas. Ils nous donnent, on connaît pas. Ouais, ils viennent en anonyme. Ok. Puis ils viennent livrer comme ça à la maison Non, ils nous donnent des points de rendez-vous. On doit y aller, ils nous vendent. Et puis ça coûte combien? Bah, ça dépend, mais la plupart, je pense, c'est entre 5 à 15 francs. On a tenté, nous aussi, une commande via Instagram avec ses 2 complices. Regarde. Il n'aura fallu que quelques minutes pour qu'un vendeur réponde à leur demande. Inquiétude également de ce spécialiste en neuromarketing face au canal de diffusion de ce nouveau produit. Avec les réseaux sociaux, peut-être ce qui change par rapport aux médias traditionnels, ce qu'on avait auparavant, c'est qu'on a une probabilité très forte qu'il y ait une amplification du phénomène dans la consommation de ce type de produit. Pourquoi? Parce que justement, le canal lui-même étant addictif, et on a un produit addictif. Les deux, cumulés, ça va exploser. Face à ce risque, cette inquiétude, les autorités semblent désarmées. Alors, elles misent beaucoup sur la prévention. Mais comment faire mouche auprès des ados et avec quel message? Alors on sait que les jeunes, ils sont assez sensibles finalement aux conséquences immédiates de leur consommation. Donc finalement, voilà, de parler par exemple justement du coût de la consommation ou voilà, du côté écologique. Voilà, on sait que c'est des choses qui sont des fois un peu plus efficaces que des messages de santé. Et pour les aider à décoder les images qui déferlent sur les réseaux, Unisanté a développé un jeu à leur intention. L'idée, c'est que les jeunes sont modérateurs d'un réseau social et doivent trouver
toutes les publicités et promotions autour des produits du tabac, donc les puffs, mais pas que. Mais c'est vraiment en fait, ils se rendent en général pas compte qu'il y a autant de publicités et puis surtout que ce sont eux qui sont la cible de ces publicités-là. Distinguer la publicité déguisée, ne pas devenir soi-même un vecteur de publicité pour ces nouvelles cigarettes. Un vrai défi. Bonsoir Valérie Demière. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir. Avec vous deux, on va voir à quel point c'est facile pour les jeunes de se procurer ces produits. Valérie, c'est vous qui signez ce reportage. Il y a un point dont on a un peu parlé, c'est l'achat en kiosque, tout simplement. Alors, où est-ce que c'est interdit, où est-ce que c'est légal pour les mineurs ? Tout dépend dans quel canton vous vous trouvez. On l'a vu dans le reportage, 5 cantons en Suisse romande ont édicté leur propre loi et interdit la vente de cigarettes électroniques, qu'elles soient jetables ou non, d'ailleurs, à tous les mineurs. Il s'agit de Genève, du Valais, Fribourg, Berne et Neuchâtel. En Suisse alémanique, 2 cantons ont fait de même, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Mais partout ailleurs en Suisse, un enfant de 12 ans peut entrer dans un kiosque et acheter une cigarette électronique en toute légalité. Oui, pour le moment, parce que tout ça va être harmonisé. Oui, tout cela va changer d'ici quelques mois. Cela va être harmonisé au niveau national. Une nouvelle loi sur les produits du tabac est en préparation. Elle inclura les cigarettes électroniques. Elles ne seront donc plus considérées comme des produits alimentaires, comme c'est le cas, mais des produits du tabac à part entière. Conséquence, leur vente au niveau national sera interdite aux mineurs et la publicité sera restreinte. Et ça, c'est pour quand ? Probablement l'application début 2024. 2024, avec une loi cette fois qui englobera tout un tas d'autres produits. Oui, non seulement les cigarettes électroniques, mais également les cigarettes qui chauffent du tabac, ou le snus, vous savez, c'est ce tabac que l'on glisse entre la gencive et la lèvre. Et ce texte sera assez large pour pouvoir inclure d'éventuels futurs nouveaux produits du tabac qui ne manqueront pas d'arriver sur le marché ces prochaines années. On revient à nos puffs. Stéphane, vous avez envoyé des mineurs sur le terrain. Quelle était leur mission ? Alors, la mission de ces mineurs, 2 garçons, 2 filles qui avaient entre 14 et 15 ans. Leur mission, bien sûr, c'était sur Neuchâtel, Fribourg, en Valais et à Genève, d'essayer de s'acheter de ces produits. Et on n'a pas inclus Vaud et le Jura, puisque dans ces 2 cantons, c'est encore tout à fait légal pour les mineurs de se procurer ce type de produit. On va voir le résultat à Genève en images. Comme à bon entendeur, on aime bien les tests grandeur nature, on a envoyé une adolescente de 15 ans tenter d'acheter des puffs dans 4 magasins au hasard au centre de Genève. Avec une consigne, ne pas mentir sur son âge. Elle était de retour après 20 minutes. Verdict ? Alors, on m'en a vendu 3, 2 dans un magasin et une dans l'autre. Et dans les 2 autres magasins, on m'a pas accepté parce qu'on m'a demandé mon âge. Et j'ai dit que j'avais 15 ans, j'ai eu beau leur dire que c'était pour une amie ou même pour un anniversaire. Et on m'a dit que non, c'était pas possible. Mais par contre, dans les 2 autres, on m'a même pas demandé mon âge, j'ai juste demandé les goûts que je voulais et puis on m'a accepté. Les adresses de ces vendeurs peu regardants se transmettent de bouche à oreille. Quant à ce non-respect de l'interdiction de vente aux mineurs, elle n'est pas propre à Genève. La situation est identique ailleurs en Suisse romande. Donc 2 commerces sur 4 dans l'illégalité à Genève. Visiblement, la médecin cantonale n'a pas encore été entendue. Stéphane, vous nous détaillez maintenant la suite de ces achats mystères. Toujours avec des mineurs qui n'ont pas menti sur leur âge. Donc on est allé à Fribourg, dans 5 magasins. Par 2 fois, nos mineurs ont pu acheter une puff sans difficulté. À Neuchâtel, même constat, 2 commerces sur 5 vendent le produit sans poser de questions. Et enfin, en Valais, à Martigny, sur 3 tentatives d'achat, notre ado peut se payer une puff une fois sans nicotine. Valérie, les puffs sans nicotine, est-ce que ça, c'est autorisé dans les cantons qui limitent l'accès à ces produits pour les mineurs ? Eh bien non, qu'elle affiche 0% de taux de nicotine ou 2% de taux de nicotine, c'est considéré comme une cigarette électronique et donc interdit par la loi dans ces 7 cantons suisses. Résultat des courses, Stéphane, quelle proportion de vente illégale de puffs ? Alors, on est allé dans 17 magasins, on a pu en acheter 7 fois, ça nous fait un 41% de ventes qui sont illicites. Donc, une proportion d'interdiction de vente non respectée vraiment assez importante et malheureusement, ce n'est pas une surprise. Non, parce qu'on avait déjà fait l'exercice avec les recharges pour cigarettes électroniques, c'était en mars 2020. On avait fait ça à plus grande échelle, on avait pris une 70aine de commerces et là, on avait eu un taux de réussite, entre guillemets, de 25%. Merci beaucoup Stéphane, merci Valérie, très bonne soirée à vous.
Et on va regarder maintenant d'un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur de ces puffs et pourquoi cela inquiète les professionnels de la santé. Sur le marché actuellement, des centaines de puffs différentes. Elles peuvent varier en forme, en taille, en couleur, avec ou sans nicotine. Elles sont néanmoins toutes conçues de cette façon. Un embout, un boîtier en aluminium ou en plastique, une batterie au lithium et un coton imbibé de liquide. C'est justement ce liquide qui inquiète les milieux de l'addiction au tabac. Ça contient du propylène glycol et de la glycérine, en fait, qui, lorsqu'il est chauffé, parce que cette batterie qui est dedans va chauffer en fait ce liquide, le transforme en vapeur. Et puis, dedans, on met en solution, si vous voulez, on dissout dedans des sels de nicotine. Donc, c'est la nicotine qui est rattachée à une autre partie de la molécule qui fait que cette nicotine est absorbée plus facilement. Ça veut dire qu'elle monte plus rapidement dans le sang. Et puis, il y a des arômes. Ils vont avoir comme effet d'adoucir les effets du contenu, et notamment de la nicotine, qui est un produit qui est plutôt irritant et désagréable. Et en fait, on va le noyer avec des produits qui sont le plus souvent fruités, sucrés. Il n'existe aucune étude actuellement sur l'impact pour la santé de ces arômes, des arômes alimentaires conçus pour être ingérés et non inhalés, comme c'est le cas avec ces cigarettes électroniques. On sait en revanche que le sel de nicotine n'est pas plus dangereux que la nicotine. Son potentiel d'addiction est en revanche plus élevé. On sait que le risque de dépendance est plus élevé chez les jeunes, qui ont leur cerveau encore en formation, si vous voulez. De ce fait-là, le risque de transformer un jeune en personne dépendante à la nicotine et consommateur de ces produits est particulièrement élevé. On doit s'attendre à avoir une épidémie de dépendance nicotinique chez les jeunes, surtout puisque c'est eux qui sont les gros consommateurs de ces produits. Mais ça ne veut pas dire que les adultes ne vont pas y passer. Autre problème avec cette multitude de produits sur le marché, il est difficile de savoir à quelle quantité de nicotine les fumeurs s'exposent. Cette puff, par exemple, affiche 500 bouffées au taux maximal légal de 2% de nicotine, 20 mg par millilitre. Cela correspond à environ 30 cigarettes moyennes. Celle-ci affiche 900 bouffées, toujours à 2%. Là, c'est environ 75 cigarettes. Regardez ce qu'on a trouvé en faisant quelques achats en Suisse romande. Vous avez fait des jolies emplettes alors. Des puffs extrêmement fortes circulent aussi sur Internet et dans certains magasins. On a acheté celle-ci dans un kiosque. Elle contient 5% de nicotine. On est 2,5 fois au-dessus de la limite supérieure de la normale en termes de nicotine. Donc c'est un produit qui est tout à fait illégal dans les conditions légales actuelles, puisqu'il est trop chargé, beaucoup trop chargé en nicotine. En plus, il y a 1600 doses, donc il y a de quoi se faire pas mal de bons shoots de nicotine. Et on a aussi fait le calcul. Cette puff permet 1600 bouffées à un taux de nicotine de 5%, soit environ 215 cigarettes, autant de nicotine que dans pratiquement 11 paquets. En résumé, on a beaucoup de nicotine, accessible facilement, consommable discrètement et très bon marché. Et dans le paysage roman, on l'a dit, un canton se distingue, c'est donc le canton de Vaud qui n'a pas interdit la vente des cigarettes électroniques. Bonsoir Graciela Chalère. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée au Grand Conseil. Et vous, alors cette absence d'interdiction, ça vous énerve? Alors en effet, j'avais déjà déposé en 2018 une motion pour demander d'assimiler en fait la cigarette électronique aux produits du tabac, ce qui aurait permis d'interdire en effet cette vente puisqu'elle changeait en catégorie. J'attends toujours en fait la réponse 4 ans après. Et quand on voit les nouveaux phénomènes comme les puffs qui n'existaient pas à l'époque, avec quelle vitesse en fait ces produits arrivent sur le marché, c'est assez inquiétant de voir finalement quand même l'attentisme du canton pour légiférer sur cette question. L'attentisme du canton, vous le dénoncez. Il y a eu tout de même une lettre d'information aux établissements scolaires. Il y a certaines écoles, on l'a vu, qui prennent des mesures. Pourquoi est-ce que pour vous, ce n'est pas suffisant ?
Alors, j'ai trouvé intéressant dans votre reportage parce que vous parlez de Aubonne, où des mesures ont été prises par la direction. Et en fait, moi, c'est le seul que j'ai trouvé. J'ai vu qu'il y a beaucoup de libertés qui sont laissées aux établissements pour prendre des mesures dans ce sens. Et je pense vraiment que cet exemple-là pourrait inspirer les autres directeurs d'établissements. À Lausanne, en fait, il y a 2 ans, sauf erreur, il y a une campagne qui a été faite par la municipalité pour lutter contre des addictions. Et j'avais été très surprise à l'époque que la cigarette électronique ne soit même pas mentionnée une seule fois dans cette campagne. Donc je pense que vraiment il y a encore une sous-estimation totale en fait de ces consommations qui sont faites par les jeunes et qu'il faudrait déjà une prise de conscience au niveau des établissements et puis des autorités. On sent vraiment à quel point ce sujet vous touche, vous mobilise. Mais tout de même, nos achats mystères le montrent. En fait, même quand la vente aux mineurs est interdite, c'est très facile pour les jeunes de s'en procurer. Est-ce que c'est vraiment le bon levier pour préserver la jeunesse de ce type de substance ? Alors, on voit, comme vous dites, ça marche pas forcément. On voit que le levier en fait de la publicité dont vous avez parlé tout à l'heure, mais en fait, elle passe par des canaux complètement différents. En fait, cette promotion de ces produits, par les canaux des réseaux sociaux, TikTok, par les pairs. Et finalement, je me demande si la prévention ne devrait pas passer aussi par ces canaux-là. Puisqu'on voit que les interdictions, ça ne va pas fonctionner. Donc je pense qu'on doit réfléchir un peu autrement que par les moyens usuels. Et la loi, ça a été dit, il y aura une nouvelle mise en application de cette loi qui sera mise en place suite à l'acceptation de l'initiative. Mais comme ça a été dit, ça ne va pas être avant 2024. Or, on voit très bien la vitesse à laquelle ces produits arrivent sur le marché. Moi, ma crainte, c'est que d'ici 2024, il y aura de nouveaux produits qui vont complètement échapper à ce qui sera écrit dans la loi. Donc plus de prévention et des interdictions, évidemment, c'est ce que vous demandez. Merci beaucoup, Graciela Chaler. Très bonne soirée à vous du côté de Lausanne. Merci, au revoir. Et on quitte le canton de Vaud pour la Chine maintenant. C'est de là que viennent la plupart des puffs et c'est dans les usines de Shenzhen que l'on mesure véritablement l'ampleur de ce phénomène mondial. Un reportage réalisé avec la collaboration de Lou Kiziela. La Mecque mondiale des cigarettes électroniques, c'est ici à Shenzhen, à 2 pas de Hong Kong. Depuis quelques années, tout un écosystème autour du vapotage s'y est développé. Résultat, aujourd'hui, c'est ici qu'on produit 90% du marché mondial. Ferrar, un des acteurs de ce marché, a accepté de nous ouvrir ses portes. Son nom, Vapeasy. Ici, on fabrique entre 250 000 et 300 000 cigarettes électroniques chaque jour, dont environ 60% de puffs. Voici l'un de nos ateliers. Il y a 7 étages en tout dans ce bâtiment, dont 5 dédiés essentiellement à la production, comme ici. Chacun des étages compte 8 lignes de production. Chacune assemble environ 1200 cigarettes électroniques par heure. Nous travaillons actuellement 5 jours par semaine durant 8 heures. On emploie ici jusqu'à 2000 personnes durant les pics d'activité. Un travail à la chaîne. Sur chacune de ces lignes de production, 22 étapes sont effectuées, principalement à la main. Voilà le réservoir de e-liquide. Et à côté, l'unité complète qui sera chauffée. Dans le catalogue de Vapeasy, 4000 arômes différents qui parfument des e-liquides comme celui-ci. Là, on connecte le composant électronique et la résistance, on fait la soudure et la fabrication de la partie chauffante est terminée. Des machines pour s'assurer de la qualité des produits, mais aussi des goûteurs spécialisés en chair et en os. On a besoin de personnel pour le test de bouffée. Par exemple, après avoir tiré une centaine de fois sur une cigarette, on doit tester le goût pour savoir si l'arôme n'est pas devenu plus léger. Et ça ne peut pas être détecté uniquement par les instruments. Entre chaque puff, les goûteurs boivent une gorgée de lait pour mieux ressentir les arômes. L'entreprise assure qu'ils passent un examen médical chaque année.
Depuis 2020, notre entreprise a accru sa production de 100% chaque année. L'année prochaine, nous estimons qu'elle va encore augmenter de 100 à 200%. Pour y arriver, Vapizi mise sur la recherche, comme ici, sur de nouveaux embouts pour mieux faire ressortir les arômes ou sur le développement de puffs avec plusieurs milliers de bouffées. À l'heure actuelle, notre principal marché, c'est l'Amérique du Nord. Le marché européen représente moins de 10% de nos ventes. Mais nous pensons que l'Europe est un marché très prometteur. La population y est importante. Les lois et réglementations y sont également relativement saines. J'espère que l'année prochaine, nous pourrons réaliser 20% de nos ventes en Europe. Ça signifie que notre chiffre d'affaires sur cette zone va au moins doubler ou tripler. À Shenzhen, tous ne partagent pas cet optimisme. Les puffs ne sont pas écologiques et je pense qu'il sera difficile de les développer en Europe également. Pourquoi y aurait-il un marché pour ce genre de produit que l'on jette après avoir été fumé? Je ne peux pas l'imaginer. Selon moi, le marché des puffs va devenir de plus en plus petit et disparaître lentement. Salut, ça va? Ça se passe à Shenzhen? Ok. T'as pu travailler un petit peu? Ouais. T'es pu aller voir à l'usine d'assemblage les nouveaux designs? Ce Lausannois de 21 ans, lui, croit en l'avenir des puffs. Il vient de lancer Fipe, sa propre marque. Des cigarettes produites à Shenzhen, mais particularité, le e-liquide à l'intérieur est fabriqué en Suisse. On a un problème de confiance par rapport à la production des liquides en Chine. Surtout en Suisse, on est quand même des personnes qui sont très à cheval sur la qualité. Cette année, on espère bien vendre 300K pièces, donc 300 000 pièces. Et puis sur l'année prochaine, on pense arriver sur le million. Et puis faut aussi se dire qu'à l'heure actuelle, on n'est que sur le marché suisse et que l'année prochaine, on fera aussi notre apparition sur le marché international. Des produits vendus dans quelques magasins, mais beaucoup de commandes se font en ligne. Là, on est malheureusement, on va dire c'est comme ça, sur un produit de l'hyperconsommation, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, on l'utilise et on le jette. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que les consommateurs aiment ce produit. Et ça, j'en suis sûr que ce n'est pas quelque chose qui va tendre à disparaître. Il y aura quand même une réduction au bout d'un moment des ventes, parce que l'effet de mode, il va partir. Et je pense que c'est à ce moment-là, les personnes qui auront investi, on va dire, sur le long terme, qui vont réussir à rester sur ce marché. On l'a découvert durant notre enquête, importer des puffs en gros, voire même créer sa propre marque, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de trouver une société productrice à Shenzhen, elles n'attendent que ça, de négocier le prix de gros par mail, payer, puis attendre la livraison. Dans ce magasin, on vend principalement des cigarettes électroniques classiques, celles qu'on peut remplir et recharger. Mais régulièrement, des distributeurs amateurs viennent y proposer leur stock de puffs, certaines pas toujours légales. Voilà une petite quantité de tout ce qu'on reçoit au niveau du démarchage. Ça varie vraiment au niveau de la forme, des puffs, la taille, voilà. Donc ça, c'est une puff où j'ai été démarché par un étudiant sur Genève, qui apparemment, la vape a été élaborée à Genève, mais quand on retourne le paquet, on voit bien que c'est fait en Chine, ce qui prouve le sérieux de ce genre de marque. On a même des produits à 5% de nicotine, donc 50 mg, ce qui est quand même très addictif et qui peut être très dangereux, surtout pour un public jeune. Tout ça, on ne le garde pas, mais on le jette. Dans ce magasin, les puffs ne représentent qu'une toute petite partie de l'assortiment. C'est que des marques avec qui on travaillait déjà avant, qui étaient fabricants soit de e-liquide ou de cigarettes électroniques. Donc, en qui on a confiance et on sait que c'est tellement des grandes structures. Voilà, ils ne font pas n'importe quoi, ça reste du sérieux. À la base, on était un peu contre tout ça, déjà au niveau de l'écologie, au niveau de l'ampleur que ça a pris chez les jeunes dans les autres pays. On savait qu'on n'allait pas y échapper quelque part. Pour moi, les puffs, ça reste un effet de mode. À mon avis, les gens ils vont passer à autre chose, comme tous les effets de mode. Gadgets éphémères ou produits pérennes, c'est actuellement un marché très lucratif qui attire une multitude d'acteurs, pas toujours sérieux.
Pour conclure cette séquence sur les puffs, le directeur de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme. Bonsoir Luciano Ruggia. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, on est déjà en pleine crise sanitaire alors qu'on parle là d'un produit qui vient de débarquer sur le marché. Comment est-ce que c'est possible? Il y a deux éléments de risque de la santé. Le premier, c'est l'addiction. Ces produits permettent une addiction très forte, très rapide, surtout chez les jeunes, où des substances comme la nicotine peuvent aller beaucoup plus rapidement au cerveau et donc induire l'addiction qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse à long terme aussi sur des conséquences neurologiques chez les jeunes. L'autre risque, c'est les risques sur la santé à long terme. Alors, on n'a pas encore de recul, il faudrait beaucoup plus de recul scientifique pour savoir ce qui va se passer. Pour le tabac, on a nié pendant 50 ans que ça causait le cancer. Aujourd'hui, ces produits sont sur le marché depuis 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans? On voit déjà des cas assez graves de problèmes au niveau pulmonaire. On voit des cas aussi de cancer à la cavité orale. Donc, il y a des indications qui sont en train de venir. Mais au-delà de la dangerosité, si vous parlez de crise sanitaire, c'est aussi à cause de la quantité, de l'ampleur du phénomène? Oui, bien sûr, c'est en train d'exploser. On le voit, on a plus qu'une projection de l'augmentation des ventes seulement cette année du 2200%. Et ça, ce n'est pas nos chiffres, c'est les chiffres des vapoteurs. Ce qui correspond à 30% d'augmentation par mois, en exactement, fait, à peu près. Exactement. Donc, c'est énorme. Et si on continue comme ça 2 ou 3 ans, ça va être affreux. Et c'est surtout les jeunes qui consomment. C'est intéressant, parce qu'en préparant cette émission, on a écrit à la police cantonale fribourgeoise qui nous a répondu que, sauf quelques cas isolés, elle n'a pas observé de phénomène en la matière chez les mineurs sur son territoire. Il n'y a pas un petit peu d'alarmisme de votre part, quand même? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'autorités, beaucoup de personnes qui ne voyaient pas encore le phénomène. On l'a vu, c'est pas facilement visible. Il y a des consommateurs de puffs, on les voit pas, ils se cachent. Enfin, c'est pas un produit qui l'odeur, on le sent pas comme les cigarettes traditionnelles. J'étais dans le métro à Lausanne, de jeunes de 11-12 ans, ils ont sorti une cigarette électronique, ils ont commencé à pouffer dans le métro. Personne n'a regardé. Donc, beaucoup d'autorités n'ont pas encore pris la mesure du problème. Alors, il y a le constat, c'est une chose, mais au-delà de ça, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les jeunes qui sont exposés à ces produits? Mais déjà, tout le cadre en Suisse de lutte contre le tabagisme, les lois, elles sont faibles. On est le pire pays d'Europe dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. La loi sur les produits du tabac, elle n'est pas encore en vigueur. Elle va entrer en vigueur, mais bien trop tard, à la fin de l'année prochaine, peut-être. Alors que faire? Pardon? Alors que faire de plus? Alors d'abord, il faudrait renforcer le cadre général, d'avoir déjà une loi beaucoup plus forte. Elle est faible, la loi qui va entrer en vigueur. Il faudrait faire beaucoup plus de prévention, surtout de l'information chez les parents, chez les profs, chez les éducateurs, pour qu'ils comprennent véritablement de quoi il s'agit. Donc, plus d'information, plus de prévention, dans le fond, pour contenir cette vague de puffs qui est en train de déferler aujourd'hui sur la Suisse. Merci beaucoup, Luciano Ruggia, pour vos explications. Merci Très beaucoup. bonne soirée à vous. Merci. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Et on quitte les bars tabac pour aller chez le coiffeur maintenant avec une histoire de mèche blonde. L'une de nos téléspectatrices a choisi de se faire poser des extensions de cheveux et malheureusement, cela ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Le récit de Dominique Gabrielli. Madame Mélan est aujourd'hui ravie de ses extensions capillaires blondes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Fin 2021, pour les fêtes de fin d'année, elle souhaite donner de la longueur à ses cheveux. Le 17 décembre, j'attends ce rendez-vous avec impatience. Et là, on me propose que 2 couleurs d'extension. Donc j'étais assez étonnée puisque la première couleur est un blond, mais un blond selon moi extrêmement platine, voire Marilyn Monroe. Et on me propose un blond qu'ils appellent blond foncé, qui certes reste un blond, mais qui ne correspond pas à un blond que je porte au quotidien. Et je me suis sentie un peu mal à l'aise avec uniquement ces 2 propositions. Elle opte pour le blond foncé, faute de mieux. Alors déjà, la couleur pour moi, elle est absolument terrible, elle n'est pas belle, elle est terne, il y a une qualité qui n'est pas non plus au rendez-vous. Et si on les met ici, on voit bien que ce n'est pas du tout ma couleur de base. Je ne peux pas dire sur le moment que j'étais très contente, je ne peux pas dire que j'étais très déçue. Je ne me reconnaissais pas.
mais ça fait partie aussi du processus. Un sentiment mitigé qui n'a fait que grandir. Le salon étant fermé pendant les fêtes, Madame Mélan a dû attendre début janvier pour reprendre contact avec sa coiffeuse. Cette coiffeuse a, dans un premier temps, je dirais, aboyé sur moi. Elle n'a pas cherché à entendre mes doléances ou à comprendre mon mécontentement. Et puis, je l'ai recontactée après ce téléphone de souvenir le 28 janvier. Et pour lui dire que là, j'arrivais vraiment plus à supporter mon visage, mes cheveux, que je me retrouvais avec une couleur de repousse, une couleur qu'elle avait faite sur mes propres cheveux et une troisième couleur sur les extensions. Et que ça me convenait pas et que je voulais absolument qu'on se voie au plus vite et ne pas attendre mon prochain rendez-vous qui était fixé au 18 février. Et elle m'a dit, t'as qu'à attendre jusqu'au 18 et on regardera ça le 18 février. Mais Madame Mélan ne va pas attendre, et même insister en lui envoyant une série de photos pour lui montrer l'étendue du problème au regard des sommes engagées. La pose et les extensions m'ont coûté 1430 francs pour 110 mèches, et j'avais en plus dépensé pour 290 francs de produits et une brosse. Bizarrerie supplémentaire, la coiffeuse lui a fait signer le devis pour la pose des mèches après l'exécution du travail. Bref, une situation très compliquée. Les choses s'enveniment encore plus, puisque pour moi, le prix qu'elle vend ces extensions, donc c'est 13 francs la mèche, j'avais compris qu'il y avait y compris la dépose de ces extensions. Et là, elle m'annonce que de toute façon, dans les 13 francs, la dépose n'est pas comprise. Et c'est vrai que là, c'est moi aussi qui m'énerve. Et je dis qu'elle est une voleuse. Elle m'envoie un SMS par Instagram en disant « Votre rendez-vous du 18 février est annulé ». Madame Mélan se retrouve finalement 1 mois et demi après la pose de ces extensions sans aucune solution. Mais que dit la loi pour les consommateurs mécontents? Comment doivent-ils procéder? Il faut réagir tout de suite, sans attendre. On peut parfois être un peu embarrassé, c'est pas évident de dire qu'on n'est pas satisfait du résultat d'une coloration ou d'une coupe de cheveux, que ça correspond pas à ce qui avait été discuté, mais le devoir de la cliente, c'est de le signaler tout de suite. Ça, c'est une obligation qu'impose la loi. Nous sommes allés voir la présidente de la section fribourgeoise de Coiffure Suisse pour comprendre quelles sont les pratiques recommandées après la pose d'extension capillaire. Normalement, quand on pose des kératines comme ça, 7 jours après, au moins une semaine ou 2, on revoit la cliente une fois. Pourquoi? Pour voir si ça tient bien, si le cheveu a bien adhéré avec son cheveu naturel. Donc déjà là, un rendez-vous 2 mois après une pose d'extension sans avoir revu la cliente au milieu, c'est déjà pas très juste. Des clientes qui ne sont pas contentes, ça peut toujours arriver. Mais il faut trouver des solutions et voir avec elles ce qu'on peut faire. Donc soit recolorer si c'est au niveau de la couleur que ça ne fonctionne pas. Et tout ça, je pense que ce sera à notre charge. Parce que si le conseil de début a été mal fait, on est obligé d'assumer les conséquences derrière. Soit lui enlever les extensions, soit lui faire une proposition de coloration ou je ne sais quelle autre solution. Je te laisse installer. Madame Mélan a donc dû se débrouiller seule pour trouver une solution. C'est une coiffeuse d'Yverdon qui accepte de lui retirer ses extensions et de lui en poser de nouvelles. Vous lui avez proposé combien de coloris différents? Je lui ai proposé toute une palette. Et après, une fois que je trouve la coloration avec la cliente, à ce moment-là, je fais la commande. Je n'ai pas en stock chez moi parce que j'ai pas envie, j'ai un stock qui traîne, alors j'ai envie de le liquider et puis je mets à n'importe quoi, à n'importe qui juste pour le liquider. Du coup, c'est sur mesure à chaque personne et je conseille et je commande suivant la coloration qu'elle a besoin. Tu vois, comme tu vois, c'est vraiment la couleur parfaite. Oui. On voit vraiment pas, on personne voit pas la voit, différence, mais exactement. personne ne m'a dit quoi que ce soit. Et je suis contente de la qualité, je suis contente, vraiment parfait. Madame Mélan est satisfaite du résultat, d'autant que ces 5 bandes d'extension lui ont coûté, cette fois-ci au total, 250 francs, pause comprise.
Nous avons contacté la responsable du salon Coiffez-moi pour connaître sa version des faits. Elle précise avoir proposé 2 couleurs car nous faisons toujours une présélection de nuances en fonction de la demande de la cliente. Elle indique par ailleurs que les clientes sont d'ordinaire tenues de payer un acompte de 50% avant le rendez-vous de la pose et indique « Exceptionnellement, nous avons accepté que Madame Mélan paie la totalité le jour de la pose ». Enfin, à propos de l'annulation du dernier rendez-vous de Madame Mélan, elle conclut « Malgré tout le professionnalisme et la bonne volonté que nous mettions, Madame Mélan n'était jamais satisfaite. » Et de fait, la cliente n'est pas ressortie satisfaite de cette aventure. Un appel à vous. Maintenant, pour une série de reportages sur le pouvoir d'achat, nous recherchons des ménages pour participer à une expérience destinée à répondre à cette question: comment maintenir son niveau de vie malgré l'inflation, la hausse des primes et tout le reste? Si vous êtes tenté, écrivez-nous à be@rts.ch. Et le lancement ce soir d'une nouvelle capsule signée Leila Reli que vous retrouverez régulièrement. Notre chroniqueuse décortique avec malice les ressorts du marketing et nous montre que l'homo economicus n'est pas toujours rationnel. Je vous contacte parce que je suis accro au téléshopping. J'arrête pas d'acheter des trucs dont je n'ai pas besoin, mais à chaque fois je suis sûr de faire l'affaire du siècle. Vous avez une explication ? Le problème de Marius est classique. Que ce soit le téléachat de Pierre Bellemare, les plateformes de vente en ligne ou le Black Friday, la formule est la même. Le succès repose principalement sur 3 effets. L'effet d'ancrage, l'effet de rareté et l'effet de panurge. Un trio redoutable qui nous retourne le cerveau et nous pousse à confondre le plus rudimentaire des coupes légumes avec le Saint Graal. Numéro 1, l'effet d'ancrage. C'est la ruse du prix barré. Une chemise vendue 100 francs est soldée 50. Si ces 2 prix sont affichés, notre cerveau va automatiquement estimer la valeur de la chemise au prix initial de 100 francs. Et on aura donc l'impression de faire une super affaire en la payant moitié prix. Numéro 2, l'effet de rareté. Attention, offre disponible seulement 24 heures. Maintenant ou jamais, stock limité, ça vous dit quelque chose? Un stock limité ou un rabais temporaire crée un sentiment d'urgence qui active nos vieux réflexes de comparaison sociale. On se trouve alors dans un état de stress généralisé qui nous pousse à prendre des décisions impulsives, voire irréfléchies, et donc à acheter n'importe quoi. Ainsi, la simple idée qu'une bonne affaire puisse nous passer sous le nez ou que d'autres en profitent à notre place, nous y attachons soudain plus de valeur. Number Dry, l'effet de panurge. C'est quand on voit tout le monde faire un truc et qu'on veut faire pareil. C'est pour ça que la mode fonctionne. Cet effet de panurge, ce besoin d'imiter nos semblables, a même été observé dans nos cerveaux. Vous voyez cette zone-là ? C'est le cortex singulaire antérieur, une zone spécialisée dans la détection d'erreurs. Lorsqu'on s'aperçoit que notre comportement diffère de celui de la majorité, notre cortex singulaire antérieur panique et nous incite à suivre la tendance. Voilà, cher Marius, je ne sais pas si ça vous aidera à arrêter d'acheter n'importe quoi, mais si vous continuez, au moins, vous saurez pourquoi.